au direct. Tac. Voilà, diffusion directe. Vous êtes en direct, c'est merveilleux. Ok. Alors, ça, je peux réduire. Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. C'est la balade lunaire cette semaine. Une balade lunaire qui va nous emmener, en fait, vu le temps qu'il fait, on va s'intéresser à la lune du jour. Et il se trouve que aujourd'hui, à 9h17 du matin, la lune était pleine. Donc, on va parler de pleine lune. Pour préparer, toujours aussi à l'arrache, pour préparer cette séance, et puis pour l'animer, je vais utiliser toujours le logiciel Virtual Moon. Alors, Virtual Moon, c'est un logiciel développé par le créateur de cartes du ciel, SkyChart, que vous pouvez trouver sur ce site internet, donc Atlas virtuel de la Lune, qui est disponible sous Windows, mais qu'on peut aussi utiliser sous Linux ou sous Mac. C'est un logiciel costaud, donc il faut un peu de place, un peu de puissance aussi pour l'utiliser, mais c'est vraiment le must pour se familiariser avec les reliefs de la Lune. Voilà. Alors, donc voilà. Alors, là, alors ça, je vais pouvoir fermer. Alors, l'Atlas virtuel de la Lune, voilà. Et là, nous sommes... Alors, le terminateur, non, éphéméride. Voilà, éphéméride. Donc nous sommes le 17... non, on est le 27 février, voilà. Donc, c'était la pleine lune à 9h17, hein, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça, à 9h17. Donc, c'est le 15e jour de la lunaison. Alors, c'est vrai que parler de pleine lune pour des astronomes amateurs, c'est pas forcément ce qui va passionner le plus, hein. C'est pas le moment le plus intéressant de la lunaison, parce que, en fait, alors, premièrement parce qu'en fait, la Lune, quand elle n'émet pas de lumière en elle-même, elle réfléchit la lumière du Soleil. Et au moment de la pleine Lune, c'est la lumière du Soleil qui nous arrive dans le dos et qui éclaire la Lune en pleine face, et ce qui ne permet pas de voir de relief, et il n'y a pas de jeu d'ombre et de lumière. C'est pareil sur Terre, hein, quand vous voulez faire de la photo, c'est toujours plus intéressant de photographier en début de matinée ou en soirée, quand les ombres s'étirent un petit peu et qu'on a des jeux d'ombre et de lumière qui se créent. On a beaucoup plus de contraste, alors que si vous faites des photos à midi au soleil, tout est un peu écrasé, quoi. Là, c'est la même chose avec la Lune. Au moment de la pleine Lune, en fait, il n'y a pas d'ombre, et tout est éclairé, et il n'y a pas de ces jeux d'ombre et de lumière qui sont saisissants à d'autres moments de la lunaison. Alors, autre inconvénient de la pleine lune, c'est sa forte luminosité. Voilà, elle nous éblouit. Alors déjà, à l'œil nu, elle est plutôt éblouissante, hein, mais c'est d'autant plus frappant quand on observe à travers des instruments
une paire de jumelles, une lunette, un télescope, puisque ces instruments vont amplifier la lumière collectée, va concentrer la lumière et vous allez en prendre plein les yeux. Alors, contrairement à l'observation du Soleil, observer la Lune sans filtre n'a pas de conséquences sur votre vue. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de conséquences irrémédiables. Voilà. Si vous observez le Soleil sans filtre, vous avez deux chances de l'observer, une avec l'œil gauche, une avec l'œil droit, et après vous êtes aveugle. C'est pas le cas avec la Lune, même si pendant de longues minutes, vous allez vous retrouver avec une grosse tache noire dans votre vision, et il faudra un petit peu de temps pour retrouver une vue normale. Donc, quand vous voulez observer la Lune dans un instrument, une lunette, un télescope, il est tout à fait recommandé d'utiliser des filtres spécialement adaptés à cela, donc des filtres lunaires, qui vont atténuer la lumière de la Lune, ou par exemple, vous pouvez aussi prendre un filtre polarisant qui permet de moduler la filtration, parce qu'en fait, vous pouvez aussi l'utiliser à d'autres moments autres que la pleine Lune, puisque quand elle est gibbeuse, c'est-à-dire entre le premier quartier et le dernier quartier, dans un télescope, la Lune commence à être sérieusement éblouissante, et c'est bien de pouvoir adapter un petit peu la puissance de filtration. La troisième chose, c'est que bon, observer la Lune comme ça, on voit que c'est pas spectaculaire, c'est pas extrêmement spectaculaire, c'est très éblouissant, et en plus, observer au moment de la pleine Lune, ça a un autre inconvénient, c'est que ça éteint le ciel. C'est-à-dire que les étoiles et les objets faibles du ciel profond sont beaucoup moins visibles, en fait. Et on n'a pas un firmament d'étoiles. Il y a des objets qui sont qui demandent un ciel beaucoup plus sombre pour être observé. Et là, quand il y a la pleine lune, c'est compliqué. Le seul avantage dans cette situation, c'est que pour un astronome débutant, ça permet de mieux repérer les constellations les plus brillantes. Puisqu'en fait, on voit les étoiles les plus brillantes, il reste les étoiles les plus brillantes dans le ciel, et ça permet comme ça de se familiariser avec les constellations au lieu qu'elles soient noyées dans les milliers d'étoiles que l'on peut voir dans un ciel bien sombre. Alors, on va quand même parler de la pleine lune, parce que il y a quand même des choses à voir au moment de la pleine lune. Et des choses super intéressantes. Ce qu'on on va faire ça en plusieurs étapes. On va on va pouvoir, par exemple, apprendre à repérer les grandes formations géologiques de la Lune. C'est-à-dire que quand on l'observe à l'œil nu, on voit des zones sombres, des zones claires. On va pouvoir essayer de mettre un nom sur ces zones-là, puisque là, on a le disque entier, la face visible de la Lune, qui est toujours la même, et on va pouvoir comme ça cartographier à l'œil nu, dans des jumelles, voire dans un télescope, un petit peu toutes ces régions-là. On va aussi... une deuxième chose qu'on peut observer au moment de la pleine lune, ou les jours précédents ou suivant la pleine lune, ce sont les rayonnements qui sont émis qui semblent partir de certains cratères. On verra aussi
qu'il y a certaines formations géologiques qui, à contrario, ressortent de cet éblouissement par leur couleur sombre. Il y a un certain nombre de cratères comme ça qui dénotent un petit peu dans cet océan de lumière. Et puis, on verra à la fin qu'il est aussi intéressant d'étudier un phénomène pendant la pleine lune, mais aussi à d'autres moments, qui s'appelle la libration. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, on a toujours la même face qui apparaît, c'est toujours la même face visible qui nous apparaît de la Lune. Mais ce n'est pas 50% de la Lune qu'on voit. On voit, pendant une lunaison, on voit jusqu'à 59% de la surface lunaire. Alors, pourquoi 59%? Parce qu'en fait, il y a, la Lune a des mouvements complexes qui font qu'on va voir une partie de la zone limite entre la zone visible et la zone invisible, et elle va montrer des petits bouts par-ci par-là. Il y aura des vidéos tout à l'heure à la fin qui vous montreront ces mouvements-là, et on peut à chaque moment de la lunaison essayer de découvrir en périphérie des zones qui habituellement ne sont pas visibles, mais grâce à ces mouvements de libration, apparaissent un soir ou un autre. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer d'abord une image, une superbe image, en fait, de la Lune en couleur. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Là, je vous entends plus. Oui, on a On la voit bien, c'est bon. sois rassuré, Ok. on la voit très bien. Voilà. Attendez, je vais mettre carrément. Voilà. Alors, ça, c'est une photo composite de la pleine lune. Une photo faite en janvier 2019 par un astronome allemand, je crois, Rolf Hempel. Alors, c'est vraiment magnifique. Voilà. Tac. Et on peut plonger encore, vous voyez, c'est... Tac. Ouais, c'est extraordinaire. On se promène un petit peu comme ça. Alors évidemment, l'observer comme ça, il faut, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut l'observer avec des filtres, hein, ça sera quand même beaucoup plus confortable. Voilà. C'est une magnifique photo. Tac. Alors. On va dézoomer un petit peu. Bernard, je crois que tu as tes haut-parleurs, que j'entends tes haut-parleurs dans mon retour, là, je crois. Voilà. Tac. Voilà la pleine lune. Alors, on va commencer à se repérer un peu dans les grandes formations géologiques. Alors, quand on l'observe à l'œil nu, en fait, on la voit, voilà, hein,
On la voit à peu près comme ça. Il y a une formation qu'on a appris à reconnaître assez récemment, en fait. C'est une formation qui est décrite par les Chinois, mais depuis qu'on la connaît, on ne voit qu'elle. C'est en fait le fameux lapin de jade, que personnellement, je prendrais plutôt pour un lapin crétin, tellement ça ressemble. Un lapin crétin. Est-ce que j'ai une photo de lapin crétin? Tiens, j'aurais dû en chercher une. Attendez, je vais vous chercher un lapin crétin, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître le lapin crétin. Hein. Hop, lapin crétin. Tac. Ouais. Tac. Voilà. Une image de lapin crétin. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Alors, est-ce que... Donc, 2 oreilles, une tête, un corps. Et quand vous voyez la Lune, est-ce que vous voyez un lapin crétin? Alors, un lapin crétin avec la tête en bas hein, et les oreilles en bas. Eh ben, je vais vous montrer. On va revenir en avant. Alors, tac. C'est ça, je crois. Voilà. Non, c'est... Tac. Ah, lapin crétin. Voilà. Ça, c'est le corps. Ça, c'est la tête. Et là, c'est une oreille. Et là, une autre oreille. C'est le lapin de jade. Vous avez vu les effets spéciaux? Ah. Alors, attendez, j'enlève. Tac. Tac, et voilà. Alors, le lapin de jade, donc c'est plutôt les Chinois qui l'ont dessiné ainsi. Il est composé de différentes mers. Alors, vous avez ici... Alors, je vais continuer en fait. Tac. Non, c'est 2. Voilà. Ici, vous avez la mer de la fécondité. Alors, elle fait 909 km de diamètre. Voilà. Vous avez ici la mer du Nectar, qui est beaucoup plus petite, en fait, qui fait 339 km de long. Elle est bordée à l'ouest par les monts des Pyrénées. Alors, tac. Ok. Voilà. Alors, relier donc la mer de la fécondité et la mer du Nectar sont reliés ici à la mer de la tranquillité, qui est une mer très connue, peut-être l'une des plus connues en fait, par le fait que dans cette région-là, tac, ici, non, tac. C'est
par ici que se sont posés, enfin que s'est posé le lemme de la mission Apollo 11. Alors, là, voilà. Et il y a eu 2 autres missions qui se sont posées dans la mer de la Tranquillité. C'était aussi Apollo 16 et aussi Apollo 17. Je crois qu'Apollo 17 était un peu en bordure de cette autre mer-là. Alors, c'est... alors, oui, une chose à savoir, en fait, les mers sont en fait sont remplis, enfin, c'est pas des mers réelles, hein, c'est des bassins qui sont remplis de lave basaltique et qui datent de 3,9 milliards d'années, environ 3,8 milliards, 3,9 milliards. Et certains bassins sont pour origine un impact. Et on verra ça avec, je crois que c'est la mer des pluies. Oh oui, d'ailleurs, c'est assez net, hein, on va voir ça. Et puis, donc voilà, c'est des zones beaucoup plus récentes par rapport au reste de la surface, là, qui, voilà, les zones d'impact qui n'ont pas été remplies par ces laves basaltiques. Alors, là, c'est la mer de la Tranquillité. Alors, au-dessus, donc, c'est le corps du lapin crétin, du lapin de jade, vous avez la mer de la Sérénité, qui fait 707 km de diamètre. La mer de la Tranquillité fait 873 km de diamètre. Voilà. 707 km de diamètre. Alors, ce qui est intéressant, on le voit un petit peu, c'est qu'il y a à la surface de cette mer différentes teintes avec des albédos différents qui correspondent à plusieurs coulées de lave successives. Alors là, vous voyez ici, c'est un peu plus sombre. Là, il y a une petite tache un peu plus sombre. Là aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a eu diverses périodes de coulées de lave. Voilà. Ça, c'est la mer de Sérénité. Alors, j'ai oublié une mer qui est très facile à reconnaître, qui est un petit peu toute seule, là, qui n'est pas liée aux autres, qui est assez ovale, mais qui est même très ovale. Alors, ici, c'est la mer des Crises. Elle fait 620 km par 570 km de diamètre, enfin de long et de large. Là aussi, 3 milliards 900 millions d'années. Donc, mer des Crises, mer de la fécondité, mer du nectar en bas, là. Mer de la Tranquillité, mer de la Sérénité. Et là, on remarque en une chose, cette grande mer-là, c'est la mer des pluies, Mare Imbrium. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elle est bordée de chaînes montagneuses concentriques. Et là, ça donne l'impression, mais c'est sans doute vérifié, que là, on est en face d'un cratère d'impact qui a provoqué ensuite un écoulement de lave très important, hein, à sa surface.
Et alors, on pense qu'en fait, l'impact a été un petit peu est arrivé un peu de façon oblique. Et donc, voilà, il y a des bordures comme ça qui laissent peu de doute à son origine, quoi. La mer des Pluies fait 1146 km de diamètre, entouré de trois anneaux montagneux. Voilà. Il y a eu aussi la mission Apollo 15 qui est arrivée, qui s'est posée, qui a alluni sur la mer des Pluies. Cette zone-là, qu'on voit aussi, est là. Alors là, vous avez les monts Apennins. Eh oui. Il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des monts Apennins, il y en a aussi sur la Lune. Et les monts du Caucase. Il faut savoir que les monts du Caucase, ça fait... alors... Ah oui, c'est ça. Les monts du Caucase, ça fait 520 km de long, avec des sommets enfin, des sommets par rapport aux mers avoisinantes, donc des sommets qui sont à plus de 6000 mètres de haut par rapport à la surface des mers. Les Apennins font 401 km de long. C'est curieux parce que j'aurais dit que c'était le contraire, mais il faut voir aussi jusqu'où vont les monts Apennins. Voilà. Vous avez la mer des vapeurs qui est ici, coincée entre la sérénité, la tranquillité et attendez, c'est... Alors, tac. Et à côté de... Ouais. Ben, c'est... Non. Ah. Ouais, ça c'est un golfe. Ouais. Moi, je sais plus. Je sais plus. Donc voilà. En tout cas, c'est la mer des vapeurs qui est là. Je crois, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, la mer des vapeurs, j'ai pas tout pris. C'est 242 km, voilà. On pense que ça a été, enfin, enfin, la lave basaltique a rempli un ancien cratère qui est situé dans le bassin des tempêtes. Le bassin des tempêtes, c'est en fait l'océan des tempêtes, ici, qui est la première mer, puisqu'en fait, par sa superficie, je crois que c'est 200 000 km². Non, 2 millions de kilomètres carrés. Oui, il manque un zéro. C'est voilà. Là, on a la mer des Pluies qui est la deuxième mer lunaire, et la première, c'est l'océan des tempêtes. Voilà. Et la lave basaltique ici, dans l'océan des tempêtes, a rempli plusieurs bassins d'impact. Je vais revenir à... Ah oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Tac. Ici, voilà. Un atlas virtuel de la Lune. Hop. On va revenir là. Voilà. Alors, vous avez ici,
Alors, dans l'océan des tempêtes, il y a euh, des zones qui sont un petit peu, enfin, il y a d'autres zones un petit peu qui font partie ou qui sont un peu satellites de l'océan des tempêtes. Vous avez ici la mer des humeurs en bas. J'ai pas noté. Vous avez la mer des nuées ici, Mare Nubium, la mer de la connaissance, la mer des îles. Voilà. Tac. Ah, puis j'oubliais aussi quand même une mer. Je vais revenir un peu au-dessus. Voilà. Vous avez ici une mer qui est tout en longueur. Donc je vais faire tac, D. Voilà. Là, voilà. Toute cette zone-là, oh là, ouais, je dessine comme je peux. Allez, j'essaie de terminer. Hop. C'est pas évident de dessiner avec une souris. Voilà. Ça, c'est la mer du froid, Mare Frigoris. Elle est beaucoup moins sombre. Je pense qu'il y a une partie un peu plus ancienne et est un petit peu recouverte. Et voilà. Ça, c'est la mer du froid, qui est tout en longueur. Alors, tac. Ça, c'est. Alors, après, il y a d'autres petites mers, des golfs aussi. Mais si vous l'observez à l'œil nu, si, vous avez peut-être la possibilité de voir ici le golfe des Iris à l'œil nu. Mais après, il y a d'autres petites zones sur la Lune, d'autres formations donc basaltiques qui sont visibles, mais là, il faudra plutôt utiliser un télescope. Et donc des zones un peu moins connues. Mais c'est vrai déjà que la mer des îles, je ne la connaissais pas trop. Mais déjà, si vous avez 3, 4, si vous arrivez déjà à reconnaître la mer des crises, la mer de la tranquillité, l'océan des tempêtes, la mer des pluies, et aussi la mer de la sérénité, la mer de la fécondité, la mer du nectar, je pense que vous pourrez vous y retrouver assez facilement. Et je me dis que j'ai oublié un truc. Ah si, c'est bon. Ouais, je vérifie quand même. Tac. Non, c'est bon. J'avais bien lancé le streaming sur YouTube. Ça aurait été un peu ballot. Voilà pour les mers et pour les choses qui apparaissent de façon, comment dire, les plus, enfin les formations géologiques les plus évidentes quand on observe la Lune à l'œil nu. Et la pleine Lune aussi. Donc, un autre phénomène que l'on peut observer, ce sont les rayonnements de certains cratères. Alors, je vais revenir à l'image, parce que je pense qu'elle est... Oh, c'est là. Hop là. Où elle est où ma souris? Voilà, elle est là. C'est là. Tac. Voilà. Là, sur la photo, vous avez
sans doute remarqué qu'il y a des rayonnements qui partent de ce cratère-là. Tac. Tac. Non. Tac. Voilà. Voilà. Des rayonnements qui partent de ce cratère. Et normalement, il doit y avoir aussi des rayonnements qui partent de celui-là, mais on ne les voit pas là. Ouais. C'est les 4 cratères principaux qui ont l'air de rayonner plus on s'approche de la pleine lune. Ok. Alors, le premier ici, celui qui est le plus rayonnant, c'est Tycho Brahe. Alors, Tycho Brahe, j'ai d'autres photos. Je vais voir si je peux aller les chercher direct. C'est où les photos? Voilà, je vais chercher ça ici. Allez, viens toi. Oh bon sang. Ah oui, c'est vrai. Tac. Voilà. Tycho. Il est où? Voilà. Voilà. Vu de près, Tycho Brahe. C'est un cratère qui fait 86 km de diamètre, qui est profond de 4800 mètres et qui est jeune, 107 millions d'années. Et c'est sans doute parce qu'il est jeune qu'il rayonne autant. Et il a un pic central qui fait quand même 2 km de haut. Je pense que si je vais... Alors non, attendez, je vais aller chercher autrement. Le Tycho central, voilà. Voilà, le pic central. Alors, ces photos ont été prises par la sonde américaine Lunar LRO. LRO, c'est Lunar Reconnaissance Observer. Non, je ne sais plus. Un truc comme ça. C'est une photo magnifique. Et là, on voit bien que c'est pas une photo qui a été prise. Enfin, elle n'a pas été prise au moment de la pleine lune, parce qu'on voit bien là les ombres, les jeux d'ombre et de lumière. C'est voilà, ça, de là à là, ou de là plutôt à là, il y a 2 km de haut. Waouh! Ah, c'est magnifique. C'est très impressionnant. Donc, c'est un cratère d'impact, donc vous voyez en fait le principe des impacts, hein, quand une goutte d'eau tombe sur la surface d'une mare, voilà, il y a une goutte qui se soulève comme ça, et c'est un peu ce qui s'est passé là sur l'impact. Il y a donc de la matière qui s'est soulevée et qui a fait ce pic central, qui s'est solidifié. Alors, pour en revenir, je quitte ça, aux rayons lumineux, en fait, ces rayons-là que l'on voit ici, que l'on voit là, ici,
Il y en a de partout, ça rayonne de partout. Alors, ce sont des rayons d'éjecta. En fait, au moment de l'impact, il y a de la matière qui s'est éjectée comme ça. Et ces rayons d'éjecta vont jusqu'à 1500 km de long. Et je pense que c'est une histoire d'albédo qui fait qu'au moment de la pleine lune, eh bien, ils apparaissent beaucoup plus brillants. Et voilà, c'est vraiment très impressionnant. 1500 km de long. Et certains, ouais, par exemple celui-là, je crois qu'il passe au-dessus de... Ah, j'ai la visite d'un chat. Alors, oui, miaou, miaou. Voilà, c'est pas l'heure de manger. Voilà, elle voulait aller sur la Lune. Non. Ça, c'est Tycho. Le deuxième cratère qui va être visible avec un rayonnement un peu moins intense, même beaucoup moins intense quand même, c'est celui-ci, c'est Copernic. Et non, la jeune fille ne va pas jouer avec le film. Non. Ah là là, c'est chat. Tac. Copernic, vous voyez, ensemble de rayons aussi qui sont un peu moins intenses. Alors, Copernic, on va essayer de vous montrer des vues un peu plus proches. Allez. Non, ça veut... Ah oui, c'est vrai. Tac. Alors, échappe, voilà. C'est bien pratique le mode dessin, mais après, il faut en sortir. Alors, Copernicus. Voilà. Un superbe cratère. Très facile à reconnaître. Vous pouvez observer, parfaitement observer dans une paire de jumelles, déjà, je pense. C'est un cratère qui est plus ancien que Tycho, qui fait 800 millions d'années. Il fait 93 km de diamètre. Il est assez circulaire, on va dire. Hein. Et puis voilà, ces falaises en espalier comme ça qui sont très caractéristiques par des effondrements successifs. Et il fait 3800 km, 3800 km, 3800 mètres de profondeur. Avec là des pics centraux un peu moins proéminents que sur Tycho. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. J'aurais dû les classer. Voilà. Alors, je ne sais pas la longueur des rayonnements, mais voilà, c'est des choses qui sont assez sympas aussi à observer. Le troisième cratère. C'est celui-là. C'est Kepler, un petit cratère de 31 km de diamètre, donc plus petit que les deux autres, là, qui fait 2600 mètres de profondeur et qui rayonne jusqu'à 300 km de son centre. Donc toujours ces histoires d'éjecta
qui brillent quand ils sont éclairés par le soleil, de façon directe. Alors, Kepler, j'ai une photo aussi. On va aller la regarder. Ah oui, oh là, oui, là, ça va être quelque chose. Voilà. Kepler, prise par la mission Apollo 12. 31 km. C'est saisissant, c'est extraordinaire comme photo. Voilà. Waouh. Hop. Et puis le petit dernier, c'est le cratère Aristarque. C'est pris cette fois par la mission Apollo 15. Alors Aristarque, voilà, je vous laisse avec cette photo. Moi, je suis assez baba. Quand j'ai cherché des photos hier soir, là, jusqu'à tard la nuit, Elle est magnifique. Ouais. c'était féerique. Là, je suis scotché quand je vois ça. Et c'est des photos qui ont 50 ans. Presque. Si, elles ont 50 ans. Au Polo 15, ça va être en 71. Ouais. Waouh. Alors, oui. Aristarque, c'est le point brillant ici. Alors, Aristarque, il fait 40 km de large et il fait 3700 mètres de profondeur et il est âgé de 450 millions d'années. Il est relativement jeune et sa caractéristique aussi, c'est que c'est le point le plus brillant de la surface de la Lune. Il a un albédo qui est 2 fois supérieur à ses petits copains cratères. Voilà. Il n'y a pas plus brillant que Aristarque sur la surface de la Lune. Donc, au moment de la pleine Lune, voilà, vous cherchez le point le plus brillant et vous avez Aristarque. Tac. Ça, ce sont les 4 cratères qui semblent, enfin, qui émettent, entre guillemets, un rayonnement. Mais ça, c'est dû aux éjectats lors de l'impact, qui sont ainsi éclairés par la lumière du soleil. A contrario, vous avez des zones beaucoup plus sombres et qui apparaissent d'autant plus sombres qu'on s'approche de la pleine lune. Alors, il y en a 5. La plus connue quand même, parce que là, on la voit super bien en fait. Alors c'est pas, là on parle bien de cratères, on parle pas de mer, hein, parce que là évidemment les mers elles sont sombres, mais il y a aussi des cratères qui paraissent sombres, et notamment, alors, je pense que je suis toujours en mode dessin, non je suis plus en mode dessin. Tac. Hop. Ici. Voilà. Ça, c'est le cratère Platon, célèbre philosophe grec. Alors, Platon fait 100 km de diamètre et une profondeur de 2000 km. 2000 mètres. 2000 km, ça ferait très, très, très profond. On serait pas loin du
On a même dépassé le centre puisque la Lune fait 3500 km de diamètre, je crois, de mémoire. Ouais, 4000, ouais. Donc on aurait presque dépassé le centre de la Lune. Donc 2000 mètres, c'est déjà beaucoup. C'est un fond lisse et sombre. Alors, j'ai une photo de Platon. On va aller la chercher. Ah oui, c'est vrai. Tac. Alors, tac, je reviens. Paf, voilà. Et je vais chercher Platon. Alors, plateau. Voilà. Toujours par la sonde LRO. C'est assez magique, Platon, parce qu'en fait, plus on se rapproche de la pleine Lune, plus il nous apparaît sombre. Alors évidemment, là on voit qu'il est constellé de petits craterlets, mais malgré tout, sa surface est relativement lisse. Ça ressemble plutôt à la surface d'un flan. Ouais, on peut dire un flan chocolat. Bon, pas trop grossière quand même, mais voilà. Et il fait 100 km de diamètre. Hop, allez, tac. On va aller voir les autres via... Pardon, il faut que je quitte ça. Je quitte ça. Oh là là. Aristarque, c'est quelque chose. Voilà. Je ferme un peu les photos parce qu'il y en a un peu de partout là. Voilà. On se rapproche un peu. On va aller chercher ensuite Ptolémée. Alors, Ptolémée, information. P-T-O-L-E-M-E. Est-ce que ça se trouve? Non. Ok. Voilà. Ptolémée. Le cratère Ptolémée, c'est celui-ci. Alors, il est moins sombre que Platon, mais c'est vrai que Platon, c'est un cas, quoi. C'est assez extraordinaire. Alors, Ptolémée fait 154 km de diamètre, 2400 mètres de profondeur. Lui aussi relativement lisse, avec aussi un petit cratère quand même à sa surface, là. Et je vais vous montrer, en fait, souvent, quand on observe Ptolémée, on va observer une succession de 3 cratères. Mais on ne va pas les observer, le mieux, c'est pas de les observer au moment de la pleine lune, mais au moment du terminateur, c'est-à-dire quand le soleil se lève sur ces cratères. Donc, généralement, quand on observe Ptolémée, on va observer Ptolémée, Alphonse et Azrachel. Voilà. Et justement, j'ai une photo du trio Ptolémée. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Tac. Voilà. Ici. Voilà. Là, alors, attendez, à ma droite, je pense que c'est aussi à votre droite, sauf si l'image est inversée, vous avez ici le cratère Ptolémée. Et puis Alphonsus et Azrachel. Voilà. Et lui aussi, Ptolémée, il a ce contraste un petit peu sombre
qui est bien visible au moment de la pleine lune. Voilà. Alors, il y a aussi un autre cratère, trois autres cratères qui ont cette couleur sombre qui sortent un peu du lot au moment de la pleine lune. Il y a un cratère qu'on ne connaît pas trop, qui n'est pas parmi les cratères les plus connus. Voilà, Ptolémée, je ferme. On va aller chercher. C, H, C, K, A, D. Voilà. Bref. Voilà. Le cratère Chickard. En fait, Chickard, c'est un mathématicien et astronome allemand du XVIIe siècle. Voilà. Alors, il fait 227 km de diamètre, enfin de long, et 137 km de... non, en fait, non, il fait 227 km de diamètre. Là, c'était en miles après. Et sa hauteur, il est moins profond, il fait 1300 mètres de profondeur. Voilà. C'est un beau bébé comme cratère. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs zones sombres, donc des écoulements à des époques différentes, on pourrait dire, peut-être. Ouais, je ne sais pas trop. Donc une muraille peu élevée. Voilà. Et j'ai une photo aussi. On va aller la chercher. Alors, tac. Donc, normalement. Et non. Alors, il est où? Il est où le cratère Chickard? Ah voilà, il est là. Il est un peu en bordure. C'est un beau bébé. Évidemment, voilà, au moment de la pleine lune, vous n'aurez pas ces jeux d'ombre et de lumière. Hein, vous aurez juste l'apparence de la luminosité, enfin le contraste de luminosité avec l'entourage. Il y a aussi le cratère Grimaldi. Grimaldi. On va aller le chercher. Tac. Recherchons. Ah bah oui, là c'est clair. Là c'est bien sombre. Alors Grimaldi, il est à l'ouest. Je pense que c'est l'ouest. Je sais pas les. Oui. Enfin, il est à côté de l'océan des tempêtes, en fait. Un peu en bordure. Il fait 222 km de diamètre, 2000 mètres de haut. Donc, par rapport à Platon, il est relativement sombre aussi. Hein, il est peut-être un peu moins sombre que Platon, mais quand même. Allez, bon, on va avoir un petit zoom. Je peux avoir une photo aussi. Hein. On va aller la chercher. Tac. Alors, Grimaldi. Et vous voyez, en fait, il y a le cratère principal, puis à sa surface, il y a des petits cratèrlets qu'on a aussi nommés Grimaldi 1, Grimaldi 2, Grimaldi 3, 4, etc. etc. Alors, Grimaldi. Ah voilà, c'est juste en dessous. Voilà.
beau bébé aussi. Une photo prise par Damian Picht, célèbre astrophotographe. Damian Picht. Ouais. Voilà, on a Grimaldi, et puis on va finir par un dernier cratère sombre qui apparaît plus sombre au moment de la pleine lune. C'est Archimède. Ah bah attendez, on va commencer. Ouais, par LRO. Voilà, LRO. Ah, Lunar Reconnaissance. Non, il va falloir que je trouve ce que ça veut dire. Voilà. Archimède. Magnifique cratère, bien circulaire. Alors, Archimède se trouve... attendez, je quitte le plein écran. Archimède se trouve... Ah, tac. Voilà. Alors, Archimède, il se trouve dans la mer des Pluies. C'est le principal cratère de la mer des Pluies. Donc, inratable dans un petit instrument. Et en effet, il est de nouvelles visiteuses encore. Allez, tu descends. C'est pas l'heure de manger. C'est dans 1 heure. Un peu moins. Oui, c'est ça, roule-toi. Alors, voilà, Archimède. Ça fait du 83 km de diamètre. Et donc, ces versants montagneux sont à une différence de 2150 mètres donc de profondeur. Voilà. Muraille assez élevée, en gradin. Un peu comme Copernic qu'on a vu tout à l'heure. C'est un fond très plat et très étendu, rempli de lave. Donc ça, c'est les cratères qui apparaissent plus sombres que leurs petits copains. Et il y a une dernière chose qu'on peut aussi étudier au moment de la pleine lune, mais aussi en dehors, hein, on n'est pas obligé, c'est le phénomène de libration. Alors, le phénomène de libration, voilà, je reviens, hop. Donc, plutôt que de longs discours, que je ne maîtrise pas non plus, je vais vous passer il y a 2 vidéos que j'ai trouvées qui vont vous expliquer un peu le phénomène de libration, qui permettent en fait de voir non pas les 50% de la face de la surface de la Lune, mais 59% de la surface de la Lune, grâce à des mouvements très complexes. Et pour cela, on va aller ici, hop, allez, on ferme les lapins crétins, tac, et on va aller voir libration, voilà, on va commencer par ça déjà. Tac. Ça, c'est durant une lunaison. Enfin, c'est les différents moments de phase de lunaison, et on voit et on sent bien qu'il y a voilà, que la... Je fais un geste de la main, mais je me sens un peu ridicule parce que vous ne voyez pas mon geste de la main. Et
Voilà, la Lune oscille un petit peu de bas en haut et de droite à gauche, qui fait que voilà, elle danse, elle donne l'impression de danser et de rouler un petit peu sur elle-même, ce qui fait qu'on voit, il y a certaines zones qui apparaissent comme ça en bordure et qui d'habitude ne sont pas visibles. Alors là, on voit ça de loin, mais on va aller voir le film de la NASA. Hop, tac. Et c'est parti pour 2 minutes 26. Voilà. C'est super impressionnant. Et donc, voilà, vous pouvez, je vous invite à essayer d'observer en fait les bords extérieurs de la Lune pour essayer de découvrir des régions qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Alors, c'est pas forcément évident. C'est assez sympa. Il y a des zones comme ça qui sont, voilà, qui sont visibles de façon transitoire. Mais en plus, ouais, il y a aussi le mouvement de la Lune qui se rapproche, qui s'éloigne de nous. Vous voyez un peu cette danse lunaire un petit peu donc du phénomène de la libration et qui permet de voir des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors, on ne les voit pas facilement. C'est un peu sportif comme observation. Et c'est vrai que là, avoir à côté de soi un logiciel de cartographie lunaire pour permettre de mettre un nom sur les zones qu'on observe, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà. 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 10 secondes, les 10 dernières secondes. Voilà, c'était les phénomènes de libration et de phase lunaire durant toute l'année 2011, donc pendant un an dans la vie de la Lune. Et voilà. Ah voilà, Lunar Reconnaissance Orbiter. Voilà. Ok. 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 Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant à observer au moment de la pleine lune. Alors, vous pouvez aussi essayer d'observer au moment de la pleine lune d'éventuels loups-garous hein, ou voilà, il y a un tas de phénomènes bizarres qui peuvent se passer aussi au moment de la pleine lune. Je pense que vous aurez peut-être un peu de mal à les observer, mais bon, si vous observez des loups-garous, prévenez-nous, ça nous intéresse aussi. Bon, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette journée 15 de la lunaison. Le mois prochain, on essaiera de présenter un autre jour lunaire. Alors, ça fait quitter F11. Voilà. On va
revenir. Tac. Ici. Bah oui. Pour la prochaine séance, on essaiera de s'attaquer à un jour de la lunaison qui permettra d'observer le terminateur. Je rappelle ce que c'est que le terminateur, c'est en fait la zone de la ligne de démarcation, en fait, on pourrait dire, entre le jour et la nuit sur la Lune, là où la lumière, enfin le soleil se lève à la surface de la Lune ou se couche à la surface de la Lune, et qui permettent des contrastes saisissants avec ces jeux d'ombre et de lumière, un peu comme sur Terre avec l'aube ou le crépuscule. Là, il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont fantastiques, des levées de soleil ou des couchers de soleil sur les cratères. On pourra commencer à étudier certaines journées, alors je ne sais pas laquelle encore, on verra ça un petit peu en fonction du calendrier lunaire. Donc, ce soir, vous pouvez observer la Lune. Attendez, je ferme ça. Non, je ne ferme pas ça. Oui, là, oui. J'ai une visiteuse, une troisième fois, là. Ne va pas sur l'ordinateur. Non. Ah oui. J'aurais dû les nourrir avant. J'aurais eu la paix. Alors, ouais, les terminateurs. Non, c'est éphéméride. Voilà. Donc, en 2021, les prochaines pleines lunes, donc la pleine lune aujourd'hui. La prochaine pleine lune en mars, ça sera le 28 mars à 20h46. En avril, ça sera le 27 avril. Le 26 mai aussi. Le 24 juin. Le 24 juillet. Le 22 août. Le 21 septembre. Le 20 octobre. Le 19 novembre. Et le 19 décembre. En sachant qu'en plus, d'un mois à l'autre, c'est peut-être la même phase, mais la Lune ne sera pas forcément à la même distance, et il n'y aura pas forcément le même phénomène de libration, ce qui fait que il y a peut-être des zones qui apparaîtront d'une lunaison à l'autre. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire sur la pleine Lune. Et je vous donne... Alors, oui, alors voilà. Ce qui est intéressant en plus là dans le logiciel Atlas virtuel de la Lune, c'est que là, vous avez une flèche rouge. Ça indique en fait la libration. C'est-à-dire la zone qui apparaît aujourd'hui et qui normalement n'apparaît pas. J'ai regardé un petit peu, il n'y a pas de formation exceptionnelle à observer à cet endroit-là, mais il peut y avoir à d'autres moments, à d'autres endroits de la Lune, des régions intéressantes à observer. Alors, j'y vais. Hop, on va aussi. Par exemple, Pilâtre, est-ce que... par exemple, si j'ai des informations sur Pilâtre, observation, c'est intéressant. Non, on le voit tout le temps. Voilà, c'est vrai. Donc, oui, ça, il n'est pas dans la zone de libration, donc c'est encore plus bas qu'il faut aller chercher. Blanchard. Formation difficile ou peu intéressante. Ouais. Non. Ah voilà. Formation circulaire située dans la zone de libration. Donc vous pouvez observer le cratère Blanchard exceptionnellement aujourd'hui.
Alors évidemment, ça ne sera pas super spectaculaire à observer. Tiens, je vais faire une dernière recherche sur Internet. Je n'ai pas cherché le cratère Blanchard. Est-ce qu'il y a alors, des photos du cratère Blanchard? Alors, il n'y a pas de photo. Alors, est-ce qu'il y a des images en images? Ouh, d'accord. Non. Peut-être celui-là. On va voir ça. Ça, c'est une photo prise par une sonde. Je pense que ça va être l'Apollo, ça. Ou l'OPAM. L'OPAM, c'est quoi? C'est déjà ça? Je sais plus. Ok. Bon, il n'y a pas énormément de photos du cratère Blanchard, ça c'est clair. Si vous voulez vous amuser à faire des photos ce soir du cratère, bon courage déjà, ça ne sera pas évident, hein. Voilà. Donc, c'est un peu l'illustration des phénomènes de libration que vous pouvez observer ce soir. Voilà, un cratère que d'habitude on ne peut pas observer et qui se laisse très difficilement observer aujourd'hui. Donc voilà, ainsi se termine cette séance consacrée à la pleine lune, donc cette séance de balade lunaire. Et donc, à dans un mois pour la prochaine séance et une prochaine journée, enfin, un prochain jour de lunaison. On verra bien ce qui nous réservera à ce moment-là. Bonne journée, bonne continuation, et puis à bientôt. Hop. Ah non, c'est ici.